petites années d'expérience avec cette maladie. Je profite de DaVinci Code pour vous présenter mon service et en même temps de vous glisser des indices qui vont vous permettre de suspecter le diagnostic. La suivante. Bon, venons à la réalité, le cas clinique. Madame K nous est adressée, c'est une femme de 32 ans qui ne présente aucun antécédent particulier. Elle est mère de 5 enfants qui vont très bien, cliniquement normal. Et l'échographie est notée adressée pour une échographie morphologique à 24 semaines d'aménorrhée qui fait apparaître une discordance majeure entre le PC qui est normal et le périmètre abdominal, les fémurs et tous les os longs inférieurs au 3e percentile. Voici les courbes de croissance, le périmètre crânien tout à fait dans les normes par rapport à ce périmètre abdominal bien au-dessous du 3e percentile, pareil pour les fémurs et l'humérus. Tous les Dopplers ombilicaux, utérins, cérébraux ont été strictement normaux. Ici, juste pour montrer la disharmonie entre cette PC qui est normale avec cette petite abdomen et cette PC qui est aussi normale par rapport à cette petite fémur qui sont très inférieures au 3e percentile. Cette image, pour nous montrer le front qui est là, qui est bombé et long, cette image des troncs par rapport au crâne qui a un petit tronc par rapport à un crâne qui est normal, et surtout un visage qui est dysmorphique car la partie inférieure du visage est nettement plus petite que l'étage supérieur. Quelques images pour vous montrer, excusez-moi, hop, l'animation. Ici, une image en 3D qui nous montre que le front est large, que le visage est petit et triangulaire avec un menton pointu et les coins tombants. Ici, des autres images de 3D de profil qui nous montrent toujours le front qui est bombé par rapport à ce petit visage. Ce phénotype, nous l'avons évoqué dans un premier temps comme un phénotype de type féminin. Ici, pour montrer la dysmorphie faciale, c'est-à-dire de façon objective que la partie inférieure du visage est quantitativement plus petite que l'étage supérieur du visage. Donc, nous sommes devant un retard de croissance très sévère, inférieur au 3e percentile. Les os longs sont aussi inférieurs au 3e percentile, les Dopplers normaux, le PC conservé, les fronts bombés, une petite face triangulaire, un phénotype qui semblait être féminin. Le bilan biologique des retards de croissance intra-utérin, il était normal, que ce soit vasculaire, infectieux, thromboembolique, immunologique. Les karyotypes, à notre surprise, étaient 46XY. On a dosé les enzymes de cholestérol dans le liquide amniotique tout normal et tous les fils classiques ont été négatifs. Donc, il peut s'agir de pourquoi pas un retard de croissance d'origine placentaire. Après tout, ces hypotrophies placentaires, on les appelait des hypotrophies dysharmonieuses. Pour pouvoir faire la dose différentielle, il nous a fallu étudier des fœtus hypotrophes vasculaires et nous avons pu démontrer que dans l'hypotrophie
pardon, hop, dans l'hypotrophie attention, excusez-moi, dans l'hypotrophie vasculaire d'origine placentaire, il n'y a pas de dysmorphie faciale. On peut observer ici que la proportion de la partie inférieure du visage à la partie supérieure est tout à fait normale par rapport à notre cas témoin. Que les franges n'est pas large comme ici, que le visage n'est pas triangulaire comme ici. Et un bilan vasculaire, en plus, un bilan vasculaire normal, effectivement, n'élimine pas complètement le diagnostic, mais la dysmorphie faciale nous oriente à un autre type de pathologie. Pourquoi pas un fœtus achondroplasique? Après tout, il partage les fronts bombés et les raccourcissements importants des os longs. Dans notre cas, on voit quand même que la différence, la type de dysmorphie est complètement différente. Ici, l'achondroplasique a un visage plutôt carré par rapport au visage triangulaire. La proportion du visage, c'est-à-dire la partie inférieure et supérieure du fœtus achondroplasique, est plutôt la même par rapport à notre fœtus témoin qui présente un tout petit visage. Pourquoi pas un fœtus triploïde? Après tout, ils partagent les mêmes types de dysmorphie faciale, petite face et front bombé. La différence, on va la trouver que les fœtus triploïdes souvent sont accompagnés de cardiopathies, des anomalies de la ligne médiane et des anomalies des membres. Et bien sûr, la fiche élimine complètement, puisque le cariotype était tout à fait normal pour notre fœtus et il n'est pas du tout triploïde. Pourquoi pas un fœtus de mère alcoolisée? La différence, on va la trouver aussi dans le profil. Ici, nous voyons un filtron complètement bombé par rapport au filtron tout à fait joli et normal de notre fœtus. Pourquoi pas un Cornelia de Lange? Après tout, il y a aussi un retard de croissance très sévère. La différence, encore une fois, on va la trouver dans la dysmorphie faciale. La dysmorphie faciale de Cornelia de Lange va présenter un filtron bombé par rapport à ce filtron qui est absolument normal. Bien sûr, le Cornelia de Lange, il a des cardiopathies et surtout des anomalies des membres qui n'avaient pas notre fœtus. Pourquoi pas un Saint-Pémois, un cri du chat? On voit que la dysmorphologie est complètement différente et en plus, nous avons fait la fiche qui nous éliminait cette possibilité. Pourquoi pas un syndrome de côte courte polydactylie? Il partage après tout le front qui est bombé, mais on voit très bien que le visage est complètement différent, c'est-à-dire ici on voit un rétornatisme bien marqué, une exophthalmie qui nous rappelle un phénotype de Magensky. Pourquoi pas un syndrome de Rennes? Cette ostéodystrophie est tellement bien que rare. Nous avons eu 2 dossiers coup de coup, de 2014-2015, dans lesquels on peut partager les fronts qui est bombé, dans les deux, mais on voit que les tâches moyennes de la face est complètement différente. Ici, il y a un tout petit nez complètement enfoncé avec une ophtalmie. On voit ici un rétronatisme qui est très marqué. Ça, c'est un fœtus de 2014, son frère de 2015. Complètement différente, avec ces jolis visages type poupée de notre dossier. Voilà la phétopathe du syndrome de Rennes. Devant ces retards de croissance entre-terrain sévères, à biologie normale, à PC conservé, et dysmorphie faciale typique, et troubles du développement sexuel à cariotype normal 46, XY et fiche négatif, nous proposons, après avoir procédé par élimination, après avoir recherché dans plusieurs moteurs de recherche, après avoir regardé nos bases de données, la suspicion de... Voilà. Parfait. Syndrome de Silver-Russell. Bravo. Donc, le couple décide de continuer la grossesse et un petit garçon est né normalement par voie basse à 40 semaines qui pesait 1,5 kg avec un PC normal à 34, un front bombé, face triangulaire, coin de lèvres tombantes, micropénis et hypospadias majeure avec une asymétrie des membres inférieurs. Cliniquement, notre généticien confirme le Silver-Russell et 6 semaines plus tard, le laboratoire du professeur Lebouc confirme le diagnostic par une déméthylation du gène H19 qui se loge au chromosome 15. Le syndrome de Silver-Russell était décrit en 1953 par Silver et 1954 par Russell chez des enfants présentant un important retard de croissance, une asymétrie de la croissance et une dysmorphie faciale sans retard mental.
Très peu de cas ont été décrits dans la littérature et les cas sont à peu près 400 décrits en post-natal. La dysmorphologie peut se conserver, front large et bombé, visage petit et triangulaire, bouche large ou tombante, asymétrie des membres dans 60% des cas, hypospadias, rarement une déficience intellectuelle. Les mécanismes génétiques d'eux ont été démontrés, une dysomie uniparentale du chromosome 7 pour 10% des cas, et un phénomène hypogénétique de l'empreinte parentale par une hypométhylation et un H19 du chromosome 15 pour 30 à 50% des cas. Pronostic difficile, en dehors de la petite taille, à long terme, le pronostic est plutôt bon. Actuellement, pas de diagnostic prénatal proposé. En conclusion, on pourrait dire que le syndrome de Silver-Russell doit être suspecté devant un retard de croissance intra-utérin majeur avec un PC conservé et bilan classique complet négatif, y compris pour la CGHRE. L'observation d'un étage supérieur de la face, plus grand que la partie inférieure du visage, conforte largement la suspicion de Silver-Russell. D'autant plus si on observe une anomalie de développement des organes sexuels externes chez les garçons. Des séries plus importantes, bien entendu, sont nécessaires pour confirmer ces affirmations. Le diagnostic de confirmation in utero est possible pour environ 70% des cas, mais fait l'objet d'un débat éthique. Et ici, je vous présente le dossier numéro 4. Nous avons eu 6 dossiers de Silver-Russell. Et voilà les images, parce que c'est le seul cas qui a été interrompu en postnatal. Merci.